Allez, c'est parti pour ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. On va décoder la pensée de l'investisseur et philosophe Naval Ravikant. Attention, ce n'est pas juste de la théorie en l'air, c'est un véritable mode d'emploi pour naviguer à l'ère de l'information. Redéfinir notre approche de la richesse, du bonheur, de la paix intérieure, un vaste programme que l'on va rendre hyper clair et surtout super concret. Bon, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette phrase choc. Toutes nos maladies sont des maladies d'abondance, pas de rareté. Quand on y pense, c'est fou, non? Pendant des millénaires, l'humanité a lutté contre le manque de nourriture, le manque de ressources. Mais aujourd'hui, on a complètement changé de monde. On est littéralement noyé sous une avalanche d'informations, de calories vides, de notifications constantes. C'est ce changement radical qui est à la racine de nos problèmes modernes. Et pour bien comprendre tout ça, voici notre plan de route 1. La maladie de l'abondance. 2. La création de richesse. 3. Le bonheur comme choix. 4. L'avenir du travail. Et 5. La paix par le vide. On va suivre cette progression logique, étape par étape. Section 1, la maladie de l'abondance, ou comment naviguer dans nos luttes modernes. Le point clé ici, c'est de réaliser qu'autrefois, on se battait en tribu contre la nature. Aujourd'hui, le combat est devenu ultra solitaire. C'est l'individu seul face à un monde de tentations infinies. Et le champ de bataille, en fait, il ressemble à ça. D'un côté, un individu isolé, et de l'autre, des armées de cerveaux brillants qui bossent nuit et jour pour capter notre attention. On a des médias qui jouent constamment sur l'indignation, des algorithmes réglés comme des machines à sous pour nous rendre accros, de la nourriture bourrée de sucre impossible à refuser et un divertissement qui ne s'arrête jamais. Tout ça pendant que le soutien traditionnel des communautés s'effrite. Bref, le système entier est optimisé pour nous absorber. Il faut donc absolument se créer ses propres défenses. Ce qui nous amène à la section 2, créer de la richesse et de l'effet de levier. L'objectif, la liberté financière à l'ère numérique. Alors, comment on s'en sort face à tout ça? La source qu'on analyse pose une règle d'or. Louer son temps contre un salaire, même un gros salaire, ça ne rend pas vraiment riche et ça ne libère pas. Il faut ce qu'on appelle la connaissance spécifique. Ce n'est pas le truc qu'on apprend sagement sur les bancs de l'école, non, ce sont ces obsessions authentiques, ces curiosités un peu bizarres qui nous passionnent. C'est inestimable parce que la société en aura besoin un jour, mais elle ne sait pas encore comment l'enseigner. En gros, si ça ressemble à un jeu pour nous, mais que c'est perçu comme du travail par le reste du monde, bingo, on devient irréplaçable. Et ça illustre brillamment un concept absolument vital, l'effet de levier. Avant, pour avoir un impact massif, il fallait demander la permission. Il fallait convaincre une banque de prêter du capital ou embaucher des centaines de personnes. Aujourd'hui, on a des leviers sans permission, le code informatique et les médias. Un logiciel, une vidéo, ça travaille sans relâche, même quand on dort, et ça touche des millions de personnes. Dans ce monde où le levier est infini, avoir l'esprit clair et un bon jugement, c'est la ressource la plus rentable au monde. Cette réalité transforme complètement notre façon de travailler. L'ère industrielle voulait faire de nous des vaches. On broute sagement dans un pré de 9h à 17h pour produire de manière hyper linéaire. Parfait pour faire du lait, mais nul pour les grandes idées. Le travailleur moderne, lui, c'est plutôt le modèle du lion, un athlète de l'intellect. Le lion sprinte à fond quand il chasse, puis il se pose, il récupère profondément, il réévalue la situation et il attend la prochaine belle opportunité. L'innovation a besoin de ce cycle. On passe à la section 3. Le bonheur est un choix, l'art de maîtriser ses désirs internes. Parce que bon, être riche mais misérable, c'est quand même un sacré échec, on est d'accord ? Le truc, c'est que le bonheur n'est pas un don du ciel ou une loterie génétique. C'est une compétence, ça s'entraîne comme on va à la salle de sport. Et il y a cette citation incroyable, très inspirée du bouddhisme. Le désir est un contrat que l'on passe avec soi-même pour être malheureux jusqu'à ce que l'on obtienne ce que l'on veut. C'est tellement vrai. On est souvent bourré de micro-désirs inconscients. Un café pas assez chaud, un Wi-Fi qui rame. L'idée n'est pas de devenir un robot sans aucun désir, mais plutôt de choisir délibérément un seul grand objectif et de lâcher prise sur tout le reste pour retrouver un calme intérieur solide. Ce qui nous amène à une distinction vraiment géniale sur cette diapo. La paix de l'esprit contre la paix face à l'esprit. On passe notre vie à essayer de régler tous nos problèmes extérieurs pour enfin avoir la paix de l'esprit. Spoiler alerte, le monde est infini, il y aura toujours un nouveau problème. L'objectif ultime, c'est la paix face à l'esprit. C'est éteindre le bavardage, le bruit de fond dans notre propre tête, au lieu de s'épuiser à réparer un univers chaotique. Allez, on prend un peu d'auteur avec la section 4. L'avenir du travail et l'atomisation de l'entreprise. Comment ces principes s'appliquent à l'échelle de la société tout entière. Si on regarde l'histoire, la trajectoire est super intéressante. Les chasseurs-cueilleurs bossaient pour eux-mêmes. Les agriculteurs ont commencé à créer des hiérarchies. Puis l'ère industrielle a inventé l'usine, faisant des humains de simples rouages à horaires fixes. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ère de l'information ramène le pendule en arrière.
Avec Internet, les coûts s'effondrent, ce qui fait exploser les grosses structures. On assiste à l'atomisation de l'entreprise, avec un retour vers un monde de créateurs indépendants qui bossent sur des missions précises plutôt qu'à l'heure. Évidemment, ce changement radical pose la question de ceux qui pourraient être laissés sur la touche à cause de l'automatisation. La source aborde le sujet très débattu du revenu de base universel, le RBU. Et pour donner un ordre de grandeur purement économique, donner 15 000 $ par an à chaque citoyen, ça engloutirait environ 75% du PIB actuel. C'est absolument colossal, et le risque de paralyser le moteur économique est un argument fort qui est mis en avant. D'où cette proposition alternative très intéressante présentée ici. Plutôt que de simplement distribuer du cash, ce qui selon l'analyse ne résout pas le problème du sens et du statut social, on pourrait opter pour une approche par les services. L'idée serait d'utiliser l'automatisation pour garantir et fournir en abondance les vrais besoins de base, la nourriture, le logement, Internet. Et en parallèle, de mettre le paquet sur l'éducation et la reconversion continue pour que chacun puisse rebondir et s'adapter. C'est une vision très différente. On arrive à la dernière ligne droite. Section 5, trouver la paix par le rien. Méditation et quête de sens. Et là, on attaque la grande question existentielle. Quel est le sens de la vie? Rien que ça. C'est le genre de question qui empêche de dormir. Mais l'approche de la source est passionnante, car elle explore les impasses philosophiques dans lesquelles on tombe immanquablement quand on cherche une seule et unique réponse absolue. C'est ce qu'on appelle le trilemme d'Agrippa. À chaque fois qu'on trouve un sens à la vie, on peut toujours demander « et pourquoi ?» Et fatalement, on s'écrase sur l'un de ces trois murs. Premièrement, une régression infinie de pourquoi sans fin. Deuxièmement, un raisonnement circulaire où on tourne en rond. Ou troisièmement, on s'arrête net sur un axiome, une explication arbitraire comme Dieu ou l'idée qu'on vit dans la matrice. La conclusion de tout ça, elle est incroyablement libératrice. Puisqu'il n'y a pas de réponse universelle toute faite, c'est à nous, individuellement, de créer notre propre sens. Et pour y voir clair, il faut faire le ménage. Atteindre le zéro courrier non lu pour l'esprit, c'est une métaphore fantastique. La méditation, ce n'est pas un truc mystique perché. C'est juste l'art de s'asseoir, de ne rien faire et de laisser le cerveau traiter enfin tous ces vieux emails émotionnels non lus. Les regrets, les angoisses enfouies, on les laisse remonter, on les lit un par un, et au bout d'un moment, la boîte de réception se vide et il ne reste que le silence et la paix. Le point crucial de tout ce décryptage est résumé de façon magistrale par cette citation de Confucius. « Chaque homme a deux vies, et la seconde commence quand il réalise qu'il n'en a qu'une. » Le temps file à une vitesse folle. C'est un véritable appel à l'action pour arrêter de repousser notre vie à plus tard. La vraie retraite, ce n'est pas à un âge précis, c'est le moment exact où l'on arrête de sacrifier la journée d'aujourd'hui pour un futur hypothétique. Ce qui nous laisse sur cette interrogation finale super puissante. Aujourd'hui, on est à l'ère du levier infini. On a le pouvoir de démultiplier nos actions à une échelle jamais vue. On sait que le bonheur se choisit et que la paix s'entraîne. Mais avec tout ce pouvoir et cette liberté incroyable, comment va-t-on choisir d'utiliser cette unique vie qui nous reste? C'est la vraie question à méditer en partant d'ici. Un immense merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. Continuez à cultiver votre curiosité et à très vite pour un prochain décryptage.